Vous êtes prêt pour le grand froid, ma chère Catherine, avant qu'on parle de travailler gratuitement pour la sécurité sociale? Oui, mais enfin, le grand froid, il faut se calmer, puisqu'on nous annonce que dimanche, il fera 15 degrés. Oui, il fera 15 degrés. Mais bon, 18, là, donc, c'est un épisode vous n'avez pas tort, qui n'est Catherine. pas agréable, mais qu'on va subir stoïquement. Vous aimez la neige, Catherine? Pas du tout, mais si ça durait plus longtemps, évidemment, il faudrait demander une loi au gouvernement pour l'interdire. Une loi d'urgence. Ah, voilà. Alors, on remet la petite chanson Étoile des neiges pour que nos Français, nos amis téléspectateurs et auditeurs comprennent bien qu'on va parler de la neige. On va rejoindre peut-être d'abord Audrey Berthaud, qui se retrouve avec son équipe sur une voie de circulation importante à la sortie de Paris. Bonsoir Audrey. Et avec Jean-Laurent Constantini, ça a l'air de bien rouler, parce que la neige ne tient pas sur la route, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. Et puis surtout, la neige, Laurence, est en train de se confondre tout doucement avec la pluie. Donc maintenant, le danger, ça va être le verglas. En effet, derrière moi, c'est la N118 et la circulation est bien dans les deux sens et relativement fluide. C'est même étonnant à cette heure de la journée, puisque les gens sont censés rentrer du travail. Mais pour tout vous dire, je pense que les Parisiens ou les Franciliens ont pris leurs précautions. Peut-être qu'ils ont fait du télétravail ou alors ils sont rentrés plus tôt, puisque cet après-midi, il y avait tout de même 300 km de bouchons. Mais vraiment, là, la circulation est fluide. Mais on attend évidemment du verglas ce soir et cette nuit. Donc vraiment, prudence sur les routes, que vous soyez donc en voiture ou même à pied. Prudence aussi sur les trottoirs. Merci beaucoup Audrey Berthaud qui est sur place avec Jean-Laurent Constantini. On part maintenant dans le Val d'Oise. Mickaël Dorian, Sacha Robin. Là, vous êtes aux côtés des agriculteurs. Il y a un peu plus de neige et ils sont très mobilisés malgré les intempéries. C'est bien cela ? Ouais. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il est tombé beaucoup plus de neige que ce qui était initialement prévu par Météo France. Je confirme, on est dans le Val d'Oise, en région parisienne, Laurence, et non pas en Haute-Savoie. Pour vous faire une idée, pas très loin d'ici, sur les hauteurs du Vexin, il est tombé près de 20 cm de neige. On n'avait pas vu ça depuis facilement 10 ans. Alors des conditions exceptionnelles donc qui n'ont cependant pas fait reculer la quarantaine d'agriculteurs réunis ici à Vigny à l'appel de la FDSEA, l'opération Les Feux de la Colère marquent le début de l'acte 2 des mobilisations agricoles ici dans le département. L'objectif de cette opération est de montrer que la colère est toujours là à travers ces feux allumés sur une centaine de mètres le long de la D14, le long de la voie agricole. Ils ont prévu de rester là une bonne partie de la nuit. Alors Laurence, j'ai pu discuter avec certains d'entre eux tout à l'heure. Ils m'ont confié qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'en rester là. C'est clairement que le début. Ils n'ont pas du tout prévu de s'arrêter pour le moment. Ils veulent des résultats. Donc d'autres actions sont prévues dans les prochains jours. Merci Mickaël Dorian, Sacha Robin. En tout cas, ils sont courageux, ils affrontent les intempéries. Et juste pour info, je suis savoyarde et non pas au savoyarde. Bon, on mêle les deux combats. Attention. Ah oui, là, c'est le prisme régional. Les agriculteurs, ils sont très en colère, Catherine. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas entendus. Alors qu'il y a une partie des promesses faites par le précédent gouvernement qui ont été tenues. Et qui n'avaient pas les décrets qu'aurait pu signer M. Fesneau n'ont pas été signés, mais jusqu'ici, les agriculteurs, enfin, j'en ai rencontré certains, enfin j'ai eu au téléphone, qui me disent que depuis que Mme Genevard est là, il s'est passé des choses. D'abord la PAC, l'argent qui ne venait pas arrive, enfin pas pour tout le monde, mais d'ici un mois, tout le monde aura eu, alors pas assez sûrement. Elle a surtout dit que les contrôles intempestifs, c'était un contrôle unique par an. Vous voyez, c'est déjà un soulagement parce que les fameux OFB étaient des tyrans, des gens qui arrivaient presque avec des pistolets. Enfin, je veux dire, on se demandait... Oui, mais pourquoi il faut attendre un an ? Ça devait être réglé déjà il y a un an. D'accord, mais le gouvernement vient d'arriver. Alors vous demandez ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'était des promesses de l'autre gouvernement. Oui, mais pourquoi M. Fesneau a attendu ? Mais il faut dire qu'on empêchait les ministres de parler, d'agir, j'en sais rien, mais de parler, puisqu'il y avait la campagne européenne, puis il y a eu la dissolution, ça fait 6 mois où il n'y avait plus perdu. Bon, mais les choses s'arrangent, mais vous voyez bien, ce matin, j'entendais un agriculteur, une femme qui était évidemment émouvante parce qu'elle disait moi j'ai arrêté la vigne avec mon mari, maintenant on fait du maraîchage, ça fait 2 hivers où il y a eu du verglas, il y a eu de la neige, il y a eu ça, et les intempéries. Et ça, c'est vrai que c'est le métier et qui montre quoi ? Qu'en agriculture, il y a agriculteurs et agriculteurs, mais c'est vrai qu'il y a une multitude d'entreprises qui, comparées à celles, les européennes, où il y a une surface importante, elles sont moins rentables, elles peuvent moins imposer de choses, sauf avoir une petite niche qui est très productive et qui permet de vivre. Donc il y a toute une réorganisation de l'agriculture, même une pensée qui n'est pas faite, comment le faire, comment préparer.
Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans 10 ans, là, je crois qu'il y aura 40% des agriculteurs qui auront pris leur retraite. Et peut-être qu'une autre politique pourrait s'ouvrir avec vous voyez, un regroupement de choses. Enfin, là, mais je réponds. En tout cas, ils sont là, ils sont encore présents, les agriculteurs. Je ne sais pas jusqu'à quand et jusqu'où ira leur colère légitime. Céline Pina. En tout cas, eux, ils incarnent la valeur travail parce que, pour le coup, ils ne comptent jamais leurs heures. C'est énormément d'investissements pour peu de rentabilité. Quand vous discutez avec eux, ils vous expliquent qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'exploitations de plus en plus grandes pour simplement s'en sortir. Mais qu'en même temps, la grandeur de l'exploitation va les obliger à acquérir du matériel ou à avoir des employés, ce qui rajoute dans les frais. On a l'impression, quand vous discutez avec eux, vous savez, du cercle vicieux dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous ouvrez encore une valise dans laquelle il y a énormément de problèmes. Et face à ça, je crois qu'ils sont très décontenancés par l'impression que finalement, le corps politique ne les entend pas et ne les voit pas et les oppose en fait à une nature qu'il faudrait sauver, comme s'ils étaient eux-mêmes les assassins de cette nature. Et entre ce regard très, très noir, les difficultés qu'ils ont et l'absence de perspective que leur offre aujourd'hui l'Europe, ce qui n'a pas toujours été le cas, aujourd'hui, je crois que le désespoir est profond et en plus, ils ont le sentiment, malgré tout, d'avoir été trahis parce que quand vous allez aussi loin dans une révolte, qu'on vous apaise en vous disant « soyez raisonnable » et que vous dites « oui, quand même, pour le pays, pour... » et que derrière, vous vous retrouvez dans la même situation et que là, aujourd'hui, vous n'êtes même pas sûr d'être entendu ou qu'on ne vous refera pas exactement les mêmes promesses, ça devient très compliqué. Bon, un dernier mot là-dessus, Louis de Ragnès. On passe aux 7 heures là, de travail gratuit. Bien sûr, alors c'est lié, vous allez voir, ça va vous permettre de faire une transition. Non, la crainte du gouvernement, c'est la perspective quand même d'une importante crise économique et financière dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre les prémices d'une grande colère sociale ? On a vu qu'il y avait maintenant il y a des plans sociaux dans certaines entreprises industrielles. On l'a vu chez Michelin, on l'a vu dans d'autres entreprises. Et est-ce que c'est pas le début de quelque chose d'une vague plus importante ? Et c'est ça qui inquiète beaucoup le gouvernement, puisque les réponses sont quand même très très difficiles à apporter dans une période dans laquelle le gouvernement n'a plus un euro à dépenser. Monsieur Ferjot ? Et la vraie inquiétude de ce point de vue-là, d'ailleurs, à mon sens, ne devrait pas être celle d'une crise sociale, parce que quand vous regardez l'histoire française, c'est rarement dans les moments où nous allons justement vers des moments de récession, de chômage, de plans de licenciement, etc., qu'il y a des crises sociales. C'est plutôt dans les périodes de prospérité. C'est plutôt dans les périodes où nous sortons des crises économiques. En revanche, comme cette crise-là s'ajoute sur une multitude d'autres crises et qu'il y a un sentiment de déperdition du pays, parce que quel que soit l'endroit où on pose notre regard sur l'industrie, sur l'agriculture, bref, sur les services publics, on a l'impression que tout dysfonctionne. Peut-être que ce qui nous menace, c'est une explosion politique. Ça n'est pas la même chose qu'une crise sociale, qu'un conflit social qui se négocie entre des syndicats organisés et un gouvernement.